Et vous êtes tous avec moi? Bien. Alors l'ingénierie incendie, vous allez voir, c'est quelque chose qui révolutionne complètement l'approche de la stabilité des bâtiments à l'incendie. Donc c'est ça que je vais vous montrer. C'est quelque chose qui n'existe pas encore au Maroc, mais comme toutes les choses, à un moment donné, elles arrivent. Donc il va falloir que vous preniez connaissance de ce genre de choses, comprendre aujourd'hui comment on fait et comment demain on va procéder dans la stabilité d'un bâtiment soumis à l'incendie. C'est un point important puisque tout le monde, il y a des idées, des croyances, j'allais dire, dans la construction, et on vous dit qu'un bâtiment en béton tient à l'incendie, et on vous dit qu'un bâtiment métallique ne tient pas face à l'incendie. C'est donc ce qu'on a dû vous dire. C'est ça? Voilà, parce qu'on vous a dit qu'un bâtiment en béton, il n'y avait pas de problème face à l'incendie, et un bâtiment métallique, on vous a dit, là, il y a des problèmes parce qu'il a tendance à s'effondrer. Alors, c'est bien sûr ce que j'appelle une croyance. Alors, je pourrais vous démontrer tout de suite qu'un bâtiment en béton soumis à l'incendie perd ses propriétés mécaniques. On vous l'a appris? Non? Qu'est-ce qui fait que le béton armé fonctionne? Les armatures, pour qu'il reprenne en traction, mais il faut que les aciers soient en parfaite cohésion avec le béton. Si je mets les aciers dans des gaines électriques, ça ne sert à rien, ça ne marche pas, on est bien d'accord. Donc en fait, quand un bâtiment est soumis à l'incendie, si les aciers se sont dilatés par l'échauffement, sur une poutre par exemple, et l'échauffement de la température, les aciers se dilatent. Les aciers, c'est comme une herbe sous le trottoir qui va percer le goudron. L'herbe, elle est peut-être faible par rapport au goudron. L'acier, il n'est pas faible, mais quand même, il va de toute façon faire le même effet. C'est-à-dire que rien ne va empêcher sa dilatation. Et si dilatation il y a écrasement du béton autour des aciers. Et après les aciers, ils coulissent dedans. Quand le métal se refroidit, donc il n'y a plus de cohésion. Théoriquement, quand un bâtiment est soumis à un incendie notamment violent, c'est le cas par exemple dans les parkings en sous-sol, où vous avez des voitures qui brûlent, par exemple dans un parking en sous-sol, on devrait contrôler par radiographie l'état des poutres en béton armé, pour voir s'il y a du jeu entre les aciers et le béton. Je vous rassure, personne ne le fait. Puis un jour, 4 ans, 5 ans après, on a le bâtiment qui tombe, et on se dit, tiens, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il s'est effondré? Tout le monde a oublié qu'il y avait eu 5 ans avant un incendie. Alors ça, on le voit sans doute au Maroc, mais je peux vous dire que je l'ai vu en France, de la même manière. La radio? Bah normalement, après l'incendie, je ne sais pas, c'est une bonne question ça. Qui après l'incendie? Des organismes qui contrôlent. C'est un organisme qui contrôle seulement le. Mais si tu lui demandes, si tu ne demandes rien, il ne vient pas. Non, il contrôle ses. C'est systématique en Italie? Systématique. Voilà. Bon, en France, j'avoue que je ne sais pas. Je ne me suis jamais posé la question sur qui le faisait. S'il y a des problèmes, il contrôle. C'est systématique, c'est l'État. Parfois, s'il est associé au bâtiment, il est assuré. Ben oui. Oui, c'est l'assurance peut très bien demander. Si tant est que l'assurance soit également au courant de ce genre de choses. S'ils ne savent pas, eh ben, on va dire, si tout le monde pense que le béton ça tient. Voilà. Alors là, j'ai remarqué ça notamment parce que à Casablanca, là, ils ont démoli un immeuble et il reste le pignon qui est contre le bâtiment d'à côté. Il y a le départ des poutres et on voit les aciers qui ont été recoupés. Et quand je vois l'enrobage des aciers, il y a à peine 10 mm, parce que quand on fait les coffrages, c'est plus facile de jeter les aciers au fond. Et bien en fait, il n'y a quasiment aucun enrobage. Normalement, la durabilité d'un bâtiment en béton va être conditionnée par l'enrobage de béton autour des armatures. Si on a un bâtiment qui résiste longtemps, on va lui faire des enrobages de 4, 5, 6 cm. Mais si on a 1 cm, je peux vous dire que... Alors théoriquement, je pense que s'il y avait un incendie avec 1 cm, on verrait les fissures. Je pense que ça aurait poussé, ça aurait éclaté le béton. Mais donc voilà, il ne faut pas croire que c'est parce que c'est en béton, ça va résister. C'est pas parce que c'est en béton, ni en acier, ni en bois que ça va résister. D'ailleurs, on le verra tout à l'heure, le matériau ne dépend pas la stabilité ne dépend pas du matériau.
Alors, donc on va commencer. Première chose, on va être obligé de parler de la réglementation. Alors la réglementation au Maroc, c'est pas compliqué, c'est copier-coller. C'est copier-coller sur la réglementation française. Parce qu'il n'y a pas encore, je crois que savoir que c'est en cours de travail. Oui, je pense qu'ils sont en train de travailler sur le sujet, mais comme certains règlements au Maroc, on sait quand on commence les travaux, on ne sait pas quand ça se finit. Rassurez-vous, en France, on sait aussi quand ça commence, on ne sait pas non plus quand ça finit. Donc c'est exactement la même école, on est tous pareils. C'est pour ça que je peux facilement travailler en France ou au Maroc, c'est tout pareil. Alors, donc la protection civile au Maroc se base sur la réglementation française. Je mets quand même un petit bémol en musique. Hein. J'ai déjà rencontré des gens de la sécurité civile, mais en fait, ils ne sont pas forcément au courant de la réglementation française. C'est-à-dire qu'ils savent ce qu'ils ont appris il y a par exemple une trentaine d'années, et les évolutions, ils ne les suivent pas. Donc ça veut dire qu'il y a quand même faire un petit peu de mise à jour des connaissances aussi au niveau de la protection civile. Alors en France, pourquoi c'est un peu dommage d'avoir été copié la réglementation française? Tout simplement parce que la réglementation française, elle est issue de plusieurs ministères. C'est-à-dire en fait, il n'y a pas eu un organisme chargé de faire la sécurité, il y en a eu plusieurs. Et chacun, comme tous les ministères, c'est pareil au Maroc, quand j'ai décidé quelque chose, c'est pas parce que l'autre ministère a décidé autre chose qu'on va s'entendre. C'est moi qui ai raison. Donc on a la même chose en France. Donc en France, comment la réglementation est née? Tout simplement par typologie de bâtiment. Quand on prenait les immeubles de grande hauteur, donc les plus de 28 mètres, etc., ou les établissements recevant du public, c'était du ressort ou de l'autorité du ministère de l'Intérieur. Donc c'est eux qui avaient la charge de faire la réglementation. Quand on était sur les habitations, c'était le ministère du Logement, de l'Habitat. Les installations classées, quand on dit installations classées, c'est les installations en fait sur lesquelles il peut y avoir un danger particulier, à la fois pour l'environnement, mais également quand on dit environnement, c'est pas seulement les arbres, c'est tout ce qu'il y a autour. Donc en clair, une usine qui fabrique des explosifs est forcément une installation classée. C'est-à-dire qu'on va lui demander des règlements bien spécifiques. Les parkings, c'est pareil. Les entrepôts, c'est pareil, parce que si on entrepose des blocs de béton, c'est pas bien grave, mais si on entrepose du papier, quand ça brûle bien. Donc forcément, ça c'était donc du ressort du ministère de l'Environnement. Aujourd'hui en France, le ministère du Logement et le ministère de l'Environnement ont été regroupés dans le ministère du Développement durable. Bon. Et donc tout ce qui concerne le bureau, les commerces et les bâtiments industriels relève du ministère du Travail, en fait, parce que c'est pris dans le Code du travail. Alors, si je vais les prendre un petit peu les uns après les autres pour que vous compreniez les philosophies de ces réglementations, et sachant que ce n'est pas quelque chose de figé, puisque ça va pouvoir donc évoluer au fil du temps. En ce qui concerne les installations classées, donc celles qui sont dangereuses, c'est là où en fait on a une réglementation très stricte qui va notamment se dire à partir du moment où vous avez un bâtiment qui contient plus de 500 tonnes de matière combustible, eh bien vous êtes obligé de classer le bâtiment. Un entrepôt où il n'y a pas de... Si je prends par exemple un entrepôt où il n'y a pas de masse combustible, mon entrepôt où je mets des parpaings, on ne va rien me demander. Mais ça sous-entend que si j'achète ce bâtiment pour y mettre du papier, le bâtiment n'est plus adapté. Donc, un entrepôt ne peut pas être passé de l'un à l'autre. Donc généralement, quand les gens font des bâtiments de stockage, généralement ils appliquent la réglementation des installations classées, ce qui veut dire que le bâtiment, il pourra changer de propriétaire et on n'aura pas de souci. Alors donc, si mon bâtiment maintenant fait plus de 500 tonnes de matière combustible, eh bien dans ce cas-là, on va regarder le volume du bâtiment. Soit il est inférieur à 50 000 m3, soit il est supérieur à 50 000 m3. Et dans ce cas-là, on va dire que le bâtiment il est soumis à autorisation ou il est soumis à déclaration. C'est simplement
des procédures qui sont différentes, procédures administratives, et exigences différentes également. Par exemple, si vous prenez les bâtiments qui sont soumis à déclaration, donc le système le plus simple, je déclare que mon bâtiment, donc je suis inférieur à 50 000 mètres cubes, et dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on regarde? On regarde la configuration du bâtiment. On vous dit si la panne sablière est à moins de 10 mètres, on ne vous demande rien. Si la panne sablière est au-dessus de 10 mètres, dans ce cas-là, on va vous demander une stabilité au feu de une demi-heure pour la structure. Je ne parle pas encore des étages. Ça conditionne quelque chose de bien particulier dans les bâtiments industriels, dans les bâtiments de stockage en France. Quand vous voyez les bâtiments de stockage, ils ont tous la sablière à 10 mètres. Pourquoi? Tout simplement pour ne pas avoir de stabilité à justifier. Et quand on dit qu'elle est à 10 mètres, derrière ont été déclinés les racks de stockage, tous les 2,50 mètres, 4 racks de stockage en empilage. Ce n'est pas la hauteur des 10 mètres qui est justifiée par les 4 piles, c'est les 4 piles qui ont été calculées par rapport aux 10 mètres. Vous savez qu'en fait, il y a toujours une logique dans le dimensionnement. Si par exemple vous prenez une navette spatiale américaine, elle est dimensionnée par rapport à l'arrière-train d'un cheval. Alors la logique, elle est simple. La navette américaine, elle se promène d'usine de fabrication à l'assemblage par train. Donc le train, il a un gabarit. Autrement, on ne peut pas croiser les trains. Donc ce gabarit, il est défini par les voies et l'écartement des voies. Ça, ce sont les normes, ça se fait en plus parce que ce sont des normes anglaises. Donc j'aurais même dû dire un cheval anglais, tiens. Parce qu'en fait, donc, le chemin de fer américain est basé sur l'encombrement donc, du train anglais. Et le train anglais, son origine est dans les mines, où on avait des wagonnets et les premiers trains ont été faits au niveau des mines. Et on avait un wagonnet et 2 chevaux devant pour le tirer. Et il fallait que les wagonnets puissent se croiser. Donc vous voyez que les mesures de départ des voies ont conduit à un encombrement aussi de la navette spatiale. Donc voilà, donc c'est l'arrière du cheval, c'est le cul du cheval qui a fait le dimensionnement de la navette spatiale. Bon, donc il y a toujours comme ça des petites choses amusantes à aller chercher dans l'histoire. Rien n'est dû au hasard, il y a toujours une logique qui amène quelque part. Alors, si maintenant vous aviez un plancher à l'intérieur, dans ce cas-là, ça va être un peu différent. On va renforcer les exigences à ce niveau-là. On va dire les structures ici doivent être stables au feu pendant 2 heures et le plancher intérieur doit être coupe-feu. Vous connaissez le terme de coupe-feu, hein? Donc coupe-feu pendant 1 heure ou 2 heures. Structure de plancher coupe-feu 2 heures. Voilà, donc ça c'est le premier cas de figure. Si maintenant vous êtes dans les bâtiments soumis à autorisation, donc un peu plus contraignant, là d'un seul coup, et ne me demandez pas pourquoi, on ne va plus parler de la sablière, on va parler du faîtage. Vous voyez sur ce tableau, on vous dit, ici on parle du faîtage, hauteur du bâtiment au faîtage, à 12 mètres, plus de 12 mètres 50 ou inférieur à 12 mètres 50. Ça c'est une des premières choses. Après on regarde l'intérieur du bâtiment et on regarde le cloisonnement. Est-ce qu'on a fait des cellules avec des murs coupe-feu à l'intérieur? Vous pouvez les avoir de 3000 m², enfin inférieur à 3000 m², de 3000 à 6000 ou au-delà de 6000 m². Et là, d'un seul coup, vous commencez à comprendre ce qui se passe. Si vous avez un bâtiment de moins de 12 mètres 50 avec des cellules de 3000 m², on ne vous demande rien. Pas de stabilité au feu à donner. En revanche, si vous êtes passé à 12 mètres 51, on va vous demander de faire une structure au feu stable pendant 1 heure. Donc c'est déjà plus la même chose, pour 1 cm. Bon, j'exagère, personne n'ira vérifier le centimètre, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention à ne pas dépasser ces fameux 12 mètres 50. Et en revanche, cette stabilité, vous pouvez aussi ne pas la calculer, mais à condition d'avoir des sprinklers, donc des systèmes d'extinction automatique de l'incendie, mais à condition de justifier par le calcul de la stabilité du bâtiment. Donc vous voyez que toutes ces exigences, alors je ne vais pas toutes les reprendre, hein, parce que si ce n'est que vous avez remarqué, au-delà de 6 mm², l'ingénierie incendie, c'est-à-dire en fait la justification par le calcul, je ne parle pas par des éléments
dimensionné contre l'incendie. Vous savez que généralement on vous dit un produit il est M0, il est M1, ou alors on va vous dire ce type de plancher il résiste au feu pendant 1 heure. Ça c'est pas ce que j'appelle de l'ingénierie incendie. Ce sont des données testées en laboratoire et qui donnent la classification du produit. Vous verrez tout à l'heure, quand on va parler d'ingénierie incendie, on va regarder la totalité du bâtiment et regarder son comportement. Et vous verrez que vous pouvez très bien avoir un bâtiment avec des éléments qui sont stables au feu 2 heures et qui s'effondrent au bout de 15 minutes. Intéressant ça, non? Vous avez des éléments qui sont stables pendant 2 heures et pourtant le bâtiment s'écroule au bout de 15 minutes. Donc la vraie stabilité, elle ne peut être faite que quand on prend l'ensemble du bâtiment. On le verra tout à l'heure. Alors, et en France, depuis 2002, il y a quelques petites choses intéressantes, notamment la prise en compte du sprinklage, c'est en fait des sprinklers. Avant 2002, l'Allemagne le faisait déjà, l'Angleterre le faisait déjà, mais en France, que vous mettiez ce qu'on appelle les mesures actives, qui sont les mesures de détection d'incendie ou d'extinction automatique, on n'en tenait pas compte. On vous demandait la stabilité au feu, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de dispositif. Ce qui est un peu stupide. Autrement dit, pas besoin de faire de prévention, alors on reste avec un système qui va s'effondrer. Donc là, la prise en compte depuis 2002, c'est quand même intéressant. 2002, c'est pas si vieux. Ça ne fait que 12 ans. Hein. C'est quand même récent. Et puis en revanche, ce qui est un peu important, et ça on verra notamment, c'est à cause des bâtiments, notamment de stockage que c'est arrivé, on dit il ne faut pas qu'il y ait, s'il y a un bâtiment, enfin une cellule qui s'effondre, il ne faut pas qu'elle puisse entraîner le reste du bâtiment. Donc il faut qu'il y ait des systèmes de fusibles entre les bâtiments. Et on vous dit également que la cellule ne doit pas s'effondrer vers l'extérieur. En clair, si la stabilité s'en va, il ne faut pas que le bâtiment se couche vers l'extérieur, mais il faut qu'il se plie vers l'intérieur. Voilà donc typiquement un incendie où vous avez le bâtiment qui s'est bel et bien replié sur l'intérieur. C'était du stockage alimentaire, vous voyez, même les yaourts, ça peut quand même faire des dégâts. Bâtiment industriel, alors là c'est beaucoup plus simple. Bâtiment industriel, donc il est géré par le ministère du Travail. Et là, qu'est-ce qu'on trouve dans la réglementation? Rien. Si ce n'est que vous devez assurer l'évacuation du bâtiment dans les meilleurs délais. Ça veut dire meilleurs délais, ça veut dire quoi? Moins de 5 minutes. En moins de 5 minutes, le bâtiment doit être vide de personnes, de personnel, et après le reste, on s'en fout. Ça, c'est la réglementation du Code du travail. Donc on ne vous demandera jamais pour une usine de stabilité à l'incendie. Ça a conduit à des dérives en France, où vous aviez notamment des gens qui déclaraient qu'ils avaient un permis de construire pour une usine. Et puis en fait, l'usine, c'était un bâtiment de stockage. Après l'utilisation. Comment? Non, il ne le change pas. Il déclare que c'est un bâtiment industriel. Et après, au lieu d'avoir des usines avec des outils, il dit non, pas des laboratoires, non, il met du stockage. Donc il met des palettes, il met plein de choses, et puis notamment les bâtiments logistiques. Est-ce qu'un bâtiment logistique où le métier c'est de faire rentrer et sortir des produits, est-ce que ça c'est un process ou est-ce que c'est du stockage? C'est du stockage. C'est du stockage, mais tout au début, ça a été considéré comme un bâtiment industriel. Le gars, il avait des Fenwick pour prendre des trucs, donc pour lui, c'était son outil de production, ça. Donc il considérait ça comme une usine et pas comme du stockage. Aujourd'hui, donc la réglementation, on a déclassifié, ou plutôt on a bien classifié que les bâtiments de logistique étaient des bâtiments de stockage et non pas des bâtiments industriels. Les bureaux. Alors les bureaux, on est dans le Code du travail, jusqu'à 28 mètres. Après, on passe sur le ministère de l'Intérieur. Alors je m'explique. Quand on a un bâtiment de bureau où la hauteur du dernier plancher est inférieure à 8 mètres, on va vous demander aucune justification de stabilité. Donc 8 mètres, ça nous fait quoi? C'est un R plus 4, 5, 6, 7, c'est un R plus 1, R plus 2 grand maximum. Donc ça, c'est donc du petit bâtiment de bureau, pas de stabilité. Après, on passe dans une deuxième catégorie. Le niveau du dernier plancher est compris entre 8 mètres et 28 mètres.
Là, on va vous demander des stabilités au feu, d'1 heure pour la structure, et de plancher coupe-feu pendant 1 heure également. Si le bâtiment est en acier, on peut déroger à ce système en faisant une analyse réelle du risque. L'analyse réelle du risque, vous verrez tout à l'heure, en fait, ça rentre dans l'ingénierie incendie, c'est-à-dire savoir comment va se comporter le bâtiment sous l'effet de l'incendie, ce qui veut dire être capable de modéliser l'incendie, parce que tous les incendies ne sont pas les mêmes. Mais dans un bâtiment de bureau, il n'y a pas d'hydrocarbures. Il y a du papier, il y a du mobilier, de l'électricité, bon, on sait à peu près ce qu'il y a. Donc on est capable de modéliser un peu. Donc sur des bâtiments de ce type-là, on peut faire donc une étude et s'affranchir des produits, mais justifier de la stabilité. Quand on est au-delà de 28 mètres, en fait même si c'est un bâtiment de bureau, ça rentre dans la classification des IGH, donc des immeubles de grande hauteur, IGH. Et là, en fait, même si c'est régi par le Code du travail, eh bien, en fait, on retombe sur le principe du ministère de l'Intérieur sur les IGH. Donc là, il y a, à un moment donné, un chevauchement, et donc les deux ministères se sont mis d'accord sur les exigences. On va demander les stabilités au feu des structures pendant 2 heures. Et on va demander les façades M0. On le verra tout à l'heure, on va imposer la règle du C+D. On verra tout à l'heure ce que c'est, mais en clair, c'est la distance que feraient les flammes entre un étage et l'étage du dessus. Pour éviter, en fait, ça permet de mettre un garde-fou pour le développement de l'incendie par l'extérieur entre l'étage inférieur et l'étage du dessus. On verra comment ça se calcule. Et en revanche, chose très importante, dans les IGH, on oblige d'avoir un maximum de pouvoir calorifique par mètre carré, qui est équivalent à 25 mégajoules. Ça veut dire que quand on est dans un immeuble de bureau de très grande hauteur, où j'ai travaillé, je sais ce que c'est, on se retrouve de temps en temps avec des campagnes faites par les ressources humaines, ou en fait celui qui s'occupe de la logistique du bâtiment, pour vider les stocks de papier. Parce qu'autrement, vous avez les gens, ils ont les armoires, ils ont 15 ans d'archives, que personne n'ouvre jamais. Donc dans les IGH, on enlève ça et on met ça dans des stockages appropriés, ailleurs, en dehors de la tour. Vous avez les pompiers qui passent au moins une fois par an pour contrôler si le niveau calorifique est bien celui déterminé. D'où l'intérêt à un moment donné de mettre des armoires métalliques plutôt que des armoires en bois. Le mobilier métallique s'est beaucoup développé grâce aux IGH, puisque ça permettait de laisser un peu plus de marge pour le papier. Parce que l'acier ne brûle pas. Donc ce n'est pas une masse calorifique. Alors pourquoi 28 mètres? Qui sait pourquoi il y a une limite de 28 mètres? Ça correspond à quelque chose, les 28 mètres. La grande échelle des pompiers. La plus grande échelle des pompiers arrive, et donc c'est normalisé à 28 mètres. C'est-à-dire qu'au-delà de 28 mètres, c'est forcément des actions différentes pour arriver à évacuer les gens. Alors les ERP, maintenant, ERP ça veut dire établissement recevant du public, donc c'est un centre commercial, c'est une crèche, c'est une... comment on appelle ça? C'est la mairie ou la wilaya, tout ça c'est des bâtiments publics qui reçoivent du public. Là on a une réglementation également particulière qui est liée à la fréquentation. Alors vous n'allez rien voir, mais c'est pas grave, vous l'aurez en CD. Le truc, c'est ce qu'on dit en fait, c'est que il y a 5 catégories, 1, 2, 3, 4, 5. La 5e, et on donne par catégorie d'une quantité de personnes capables d'être dans le bâtiment. Soit le bâtiment il est uniquement en ERP, c'est-à-dire c'est que un bâtiment public, mais ça peut être aussi des bâtiments de bureau et une partie publique. Donc on tient compte du fait que tout le bâtiment ou pas tout le bâtiment ne reçoit du public. Après on regarde les seuils, c'est-à-dire on regarde s'il y a en un instant donné, s'il peut y avoir 200 personnes, 300 personnes, 1000 personnes, et c'est en fonction de ces seuils qu'on va donner des exigences sur les stabilités. Donc de toute façon, ça se promène toujours entre 1 heure et 2 heures pour la stabilité des structures et toujours entre 1 heure et 2 heures pour les systèmes coupe-feu. Donc je ne vais pas passer du temps là-dessus, c'est pas la peine, ni encore moins sur la diapositive d'après qui donne
les seuils en fonction des si c'est un musée, si c'est un établissement de culte, si c'est un établissement de soins, une salle d'exposition, etc., etc. Donc sachez simplement, c'est qu'avant de pouvoir faire la conception d'une structure, il est toujours intéressant de savoir dans quel bâtiment on est. Et si on connaît les exigences dues au vent et à la neige, il faut aussi connaître les exigences administratives face à l'incendie. C'est par après qu'il faut aller réfléchir. C'est mieux de prendre ces considérations au départ du projet. Donc, bien aller chercher quel bâtiment j'ai et quelles sont les exigences que je devrais y apporter. La fameuse règle du C plus D, c'est celle-là. C'est celle de se dire, je dois avoir, j'ai la masse combustible qui va se trouver en façade. Quand je dis en façade, la masse combustible, ça veut dire que j'ai peut-être de la laine de verre. Si j'ai que du béton, il n'y aura pas grand-chose. Mais cette masse combustible, y compris des peintures ça brûle aussi. Donc toutes ces masses-là sont calculables. J'avoue que je ne sais pas comment on les calcule. Je fais confiance à ceux qui savent le faire. Et on regarde simplement si vous avez si votre masse combustible elle est supérieure ou inférieure à 80 mégajoules au mètre carré. Et en fonction de ça, vous allez devoir avoir le C plus D qui est en fait la distance verticale et horizontale qui sépare la fenêtre du dessous et la fenêtre du dessus. Donc cette distance, on l'additionne, verticale plus horizontale, elle fait C plus D, tout simplement. Donc ici, dans ce cas de figure, ici en fait il n'y a pas de balcon, donc le C plus D, il n'y a que C, il n'y a pas de D, bien évidemment. Mais là, dans ce cas-là, on va exiger d'avoir donc 1 mètre ou 1 mètre 30 en fonction de la masse combustible de la façade. Et ça, il n'y aura pas lieu de dire oui mais je ne savais pas, non, c'est comme ça et pas autrement. Les logements, c'est encore, donc là on est dans le domaine du ministère du logement, donc de l'habitat, donc ici on a encore une autre réglementation. Et cette réglementation, elle se base en fait sur la typologie des immeubles. Soit vous avez des habitations individuelles qui sont ou isolées, ou jumelées, ou en bande, celles qui sont également à structure indépendante. Ça, c'est les immeubles ceux qu'on appelle de la première famille. Dans la deuxième famille, vous avez ceux qui sont en R+2, voire R+3, donc tous ceux-là, qui font partie de la deuxième famille. Ceux qui sont encore plus hauts, mais qui ne dépassent pas le R+7, sont dans une troisième famille. Et ceux qui sont jusqu'à 28 mètres sont dans ce cas-là dans la quatrième famille. Et après on est dans l'IGH encore une fois, donc on retombe sur les règles du ministère de l'Intérieur. Et ici, voilà, donc on vous donne, donc vous avez les petites images, vous avez ici la règle, on vous dit voilà, les exigences de la structure, une maison individuelle, on vous dit c'est 15 minutes. Voilà, une petite maison toute seule, isolée, elle peut tomber en 15 minutes, mais généralement en 15 minutes, il y a longtemps qu'il n'y a plus personne dans la maison. Et puis, si vous avez, en revanche, si vous êtes dans les quatrièmes familles entre 28 et 50 mètres, on va vous demander le C plus D, on va vous demander les stabilités au feu d'1h30 sur les structures, ce qui me semble anormal. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait par exemple 2 heures pour les IGH en bureau. Pourquoi est-ce que pour les logements, on a 1h30 ? Pour moi, c'est exactement la même chose. Donc on est dans ce genre de choses où on va se trouver donc des choses un peu illogiques, dues justement au fait d'avoir des ministères qui travaillent avec des règlements différents, copier-coller, mal collés souvent. Et donc voilà, donc c'est pour ça que la réglementation, on n'a pas de réglementation rigoureuse, bien précise, on a plutôt des réglementations dans chaque bout, et il faut aller les chercher en fonction des besoins. Alors l'ingénierie incendie va remettre tout ça un petit peu à plat. Pourquoi ? Déjà, on fait une petite distinction quand même, il faut comme qu'on en parle. La première chose, c'est qu'on ne doit pas confondre la sécurité des personnes et la sécurité des biens. Les biens, c'est les immeubles. À la limite, si les immeubles tombent, ce n'est qu'une question d'argent. S'il n'y a pas de mort, c'est pas grave. On se remet tous. On a même réussi à faire des guerres mondiales. On a reconstruit les villes. Donc si un bâtiment tombe, on le reconstruira ailleurs, autrement, mais c'est pas grave. En revanche, il faut bien s'assurer de l'évacuation des personnes. C'est le premier point. Vous savez qu'en architecture,
dans les réglementations, par exemple, on vous dit, dans un bâtiment, je ne parle pas d'une habitation individuelle, mais on vous dit, vous ne devez jamais avoir plus de 25 mètres à faire entre le moment où vous êtes, l'endroit où vous êtes, et l'escalier qui vous permet de sortir du bâtiment. En clair, ça veut dire que tous les 50 mètres, je dois avoir 2 escaliers. Et puis, il ne faut pas de cul-de-sac de plus de, ça doit être 10 mètres. En clair, 10 mètres, c'est pas long. Ça veut dire que si je vois qu'il y a le feu, j'ai le temps d'arriver à l'escalier avant qu'il arrive jusque-là. Donc ça, c'est un premier point. Et donc la stabilité après du bâtiment, donc le bâtiment va donc s'effondrer. Il faut savoir que, peu importe, il va peut-être s'effondrer aux alentours de 500 degrés. Ce qui est important à savoir, c'est qu'à 80 degrés, la vie s'arrête. Et donc ça conditionne une première chose, c'est que dans un bâtiment, s'il y a des victimes dans un bâtiment, aucune victime n'est décédée par l'incendie. Elle est décédée par asphyxie avec les fumées. Quand la flamme arrive, c'est déjà trop tard, c'est déjà fini. Donc la première cause de décès, c'est bien les fumées. Raison de plus donc de les évacuer. Et la deuxième raison pour évacuer les fumées, c'est que les fumées sont inflammables. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'en fait ces fumées qui se dégagent sont chargées de particules combustibles, et c'est ce que craint le plus les pompiers, c'est quand ils rentrent dans un bâtiment et qu'il y a de la fumée partout, ils ne savent pas à quel moment ça va s'embraser dans l'espace. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas le matériau qui brûle, c'est les fumées qui s'embrasent d'un coup. Et quand ça arrive, les pompiers ne peuvent rien faire. Donc là, la première cause de décès, en revanche, pour les pompiers, mis à part ce phénomène qui arrive rarement, heureusement, c'est l'effondrement du bâtiment. Donc on a des personnes donc, de nature différente. Les occupants qui peuvent décéder par la fumée et les pompiers qui, eux, vont décéder par l'effondrement du bâtiment. Donc l'objectif de l'ingénierie incendie, c'est bien entendu, il y en a 4, c'est de protéger les usagers du feu, c'est-à-dire comment je peux empêcher le feu de se propager pour les protéger. Deuxièmement, c'est comment gérer cette propagation pour l'éviter. Protéger le voisinage, parce que quand mon bâtiment brûle, c'est une chose, que je fasse brûler celui du voisin, c'est pas pareil. Rappelez-vous, premier cours pour ceux qui étaient là, quand on a fait l'histoire, Chicago, un incendie, la moitié de la ville a été rasée en 1871. Et puis donc quatrième point pas non négligeable, c'est d'assurer la protection des équipes de secours. Hors de question qu'on ait des pertes à ce niveau-là. On va prendre en compte, notamment depuis 2002 en France, justement ces fameuses mesures actives. C'est quoi les mesures actives? C'est tout ce qui va permettre d'empêcher qu'il y ait justement un incendie. Ce sont quoi? Les détecteurs de fumée, ce sont les détecteurs d'incendie, ce sont l'évacuation des personnes, l'évacuation des fumées, et puis l'accueil des personnels de secours. On a tendance à le négliger, ce point-là. Vous savez, le fait de laisser depuis la route la place aux camions pour arriver au bon endroit pour être capable d'éteindre l'incendie. C'est tellement négligé que très souvent, il y en a qui posent leur voiture, même s'il y a le panneau, accès pompier. Et le jour où il y a un incendie, le gars il est parti au café ou faire des courses, il a sa voiture qui est là, on va donc perdre du temps. Parce que de toute façon, la voiture elle ne va pas rester longtemps. Hein. Mais la première, il avance, c'est la voiture, elle va vite s'en aller. Hein. Mais il y aura quand même une perte de temps. Et dans ce cas-là, des fois, les secondes peuvent coûter très cher. Je parle en termes de vie humaine. Donc, au moins éviter de se garer devant ces ouvertures. Les mesures passives, elles, c'est quoi? En fait, c'est la capacité du bâtiment à résister. C'est un peu comme en automobile, on dirait. Il y a les mesures actives, c'est quoi? C'est la tenue de route, c'est le freinage, ça c'est des mesures actives. Et puis les mesures passives, c'est la carrosserie qui est capable d'emmagasiner l'énergie et donc de se replier pour garder l'habitacle intact et sauver les personnes. Donc ça, c'est les mesures dites passives qui vont donc jouer sur le bâtiment et donc aussi protéger, par le mécanisme de ruine du bâtiment, protéger l'environnement. Jusqu'au moment où on a développé l'ingénierie incendie, comment on faisait? C'est ce que je vous ai dit un petit peu tout à l'heure. En fait, on caractérisait les éléments de construction, les composants de construction, en fonction de leur résistance à l'incendie. Et pour arriver à les justifier, on ne pouvait pas prendre n'importe quel incendie, on avait défini un incendie théorique
qui est définie par la courbe ISO 834 qui est là. C'est-à-dire qu'on dit, ben voilà, on ne voit plus le trait du bas, mais c'est pas grave, il y en a un. En fonction du temps, eh ben, on a une élévation de température. Et cette élévation de température, elle suit cette courbe. Donc ici, donc cette courbe, c'est bien, ça permettait au moins de comparer les produits les uns entre les autres. C'est bien d'avoir un référentiel. L'inconvénient, c'est que chaque incendie est différent. Et vous pouviez très bien avoir des incendies qui démarrent moins vite ou qui montent en température plus lentement, ou d'autres qui démarrent beaucoup plus vite, c'est-à-dire qu'en fait qui se par exemple à 1200 degrés beaucoup plus rapidement. Donc ça c'est quand même un problème. Et puis quand on regarde la courbe ici, elle fait apparaître un petit personnage bien méchant qui est celui qui met le charbon dans le feu, puisqu'en fait il y a une courbe asymptotique, c'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. Hein, en clair, il y a toujours quelqu'un qui met le charbon pour faire durer l'incendie. En fait, en réel, il y a toujours une montée en température, plus ou moins rapide, avec un sommet plus ou moins haut, une température de combustion, enfin un temps de combustion plus ou moins long, et puis après ça redescend. Et ça, c'est pas du tout la même chose en fonction des types d'incendie. Mais enfin, ça existait. Et puis par rapport à ça, qu'est-ce qu'on faisait? On analysait les éléments. Alors je pouvais analyser un poteau, c'est-à-dire qu'en fonction de cette courbe, combien de temps mon poteau va tenir si je le charge à, mettons, 150 tonnes, donc je vais faire un test, combien de temps il va mettre pour avoir du flambement, et au bout de combien de temps il va tomber, en fonction de cette élévation de température. Donc on faisait des tests en laboratoire, et on calait ça, et on était capable de dire le poteau, il va tenir, un poteau préfabriqué, il va tenir 1h30, par exemple. Donc on disait, voilà, on faisait des essais dans des fours, des grands fours en laboratoire, et on caractérise comme ça les éléments. Ici vous avez par exemple un test sur une dalle béton précontrainte, avec une poutre dessous. Alors qu'est-ce qu'on fait? On était jusqu'à la rupture. Qu'est-ce qu'on fait? On met la dalle ici, donc il y a la poutre, il y a la dalle, on met des vérins pour pousser, pour mettre la charge, et puis on met le feu dessous et on mesure les températures, la flèche, et puis on va jusqu'au bout. Et quand on a mesuré ça une dizaine de fois, eh ben on est capable de faire une courbe médiane pour tout le monde, et puis dire, ben voilà, le plancher, voilà sa flèche, et puis voici le temps qui va se passer, et donc on est capable de mesurer la flèche en fonction du temps. Et on a caractérisé le produit. Vous prenez votre plancher, partout où vous allez le mettre, à partir du moment où vous êtes dans les spécifications d'usage du plancher, eh ben vous êtes capable de dire pendant combien de temps votre plancher va être coupe-feu ou va être stable. C'est quelque part purement intellectuel, vous allez le voir après. Donc l'ingénierie incendie, elle va complètement révolutionner le sujet, puisqu'on va considérer qu'on va prendre le cas, on va essayer de s'approcher du cas réel de ce qui va se produire, de voir les conséquences réelles de ce qui va se produire également, et de pouvoir éventuellement adapter des solutions. C'est-à-dire que le plancher qu'on a vu tout à l'heure, il est hors cadre d'usage par rapport à ce qui est écrit dans la documentation, on va être capable de comprendre ce qui se passe et de le mesurer. On va pouvoir aussi, par exemple, c'est généralement le cas dans de la réhabilitation de vieux bâtiments, de pouvoir refaire le calcul pour voir exactement ce qui se passerait s'il y aurait un incendie. Donc ça, c'est quand même des choses intéressantes dans le système. Donc si je faisais un petit schéma, j'ai fait un petit schéma mais il ne se voit pas plus beaucoup, c'est quoi? C'est qu'en fait on se dit, avant il y avait, j'ai mis 73, c'était les 73 règlements qui étaient sur lesquels on devait se baser pour faire de l'ingénierie, non. Pour aborder la problématique de l'incendie dans le bâtiment, avant il y avait 73 documents différents qui étaient issus de choses à droite et à gauche, donc en fait un empilement de sujets complètement différents pour arriver à un certain niveau de sécurité. L'ingénierie incendie va permettre, avec beaucoup moins d'éléments et mieux organisés, d'arriver au même niveau de sécurité. Donc quelque part c'est quand même beaucoup plus intéressant. Avant c'était du vrac et maintenant c'est organisé. Alors, il faut donc, la première chose, c'est que si on veut pouvoir faire de l'ingénierie incendie, il faut arriver à comprendre cette fameuse courbe de température et pouvoir la qualifier. Je ne pourrai jamais modéliser un incendie si je ne peux pas savoir quelle est mon hypothèse de départ. Donc l'hypothèse de départ, déjà, elle se base sur le fond, comment un incendie se développe. À partir du moment où on commence à avoir ce que j'appelle, quand on dit que le feu couve, c'est qu'en fait il y a une source de chaleur, il y a des matériaux combustibles, donc il y a une élévation de température.
Ou pire, il y a quelques petites fumées. Et puis d'un seul coup, les fumées vont arriver, il va y avoir les premières petites flammes, et à un moment donné, il va y avoir ce que les pompiers appellent le flashover, qui est cet embrasement généralisé. Parce que la température a monté, parce qu'il y a des fumées combustibles sur le plafond, et à partir de ce moment-là, je suis peut-être à 400, 500 degrés, les fumées sont là prêtes à être enflammées, donc j'ai un appel entre la fumée qui s'embrase au plafond et les matériaux combustibles qui sont en bas. Donc j'ai l'embrasement généralisé complet, donc là, et là c'est parti, on ne peut plus rien faire, les sprinklers, tout ça, ça ne marche plus. Toutes les mesures actives pourraient être utilisées ici. Mais à partir du flashover, c'est terminé. Là, on n'a plus que les mesures passives qui peuvent prendre le relais. En clair, là, j'ai déjà cogné dans la voiture d'en face, mes freins, ma direction ne sert plus à rien, j'ai tapé. Donc là, c'est les mesures passives qui rentrent en ligne de compte. Et puis, bien sûr, après, la température monte jusqu'au moment où il n'y a plus de masse combustible et ça va redescendre. La courbe ISO, elle démarre justement à partir du flashover. Alors, en fait, on se rend compte que quand la courbe ISO dit le feu va démarrer, en fait, il y a déjà, en réel, une vraie élévation de température existante dans le bâtiment. Donc, elle est quelque part gentille, la courbe ISO. Donc, il vaut mieux repartir sur le réel. Voici donc quelques courbes qui ont été réalisées en fonction de masse combustible. Vous avez les courbes différentes, donc en fait c'est en fonction de la masse combustible, avec des kilos de combustible au mètre carré, entre 15 et 60 kilos de masse combustible au mètre carré. Et vous voyez les différentes courbes. Avec 15 kilos, ça ne va pas bien haut, mais quand on est avec 60 kilos, on dépasse les 1100 degrés. Et quand on regarde la fameuse courbe ISO, elle est là. Vous vous rendez bien compte que la courbe ISO, là, elle était à peu près bonne pour 25 kg, mais ça s'arrête là. Donc la caractérisation est donc la chose la plus compliquée à faire, et bien entendu, cette masse combustible, elle va aussi monter en température en fonction de la ventilation. Si j'ai de l'air, c'est comme quand je fais le méchoui, quand je démarre le feu, si ça ne prend pas bien, je souffle pour que ça marche mieux. Hein, on est bien d'accord. Ben là, c'est exactement pareil. Alors voici donc typiquement un bâtiment, le pompier, là on ne voit pas beaucoup, mais en fait tout ça c'est de la fumée. On est dans un entrepôt de papier, le pompier est rentré, donc avant de faire rentrer ses équipes, c'est le capitaine, il est rentré, il a pris la photo, et quand il m'a donné la photo, il m'a dit ça c'est ce qu'on aime le moins, parce que justement, on n'a pas encore le flashover, mais à un moment donné, ça peut s'embraser sans prévenir. Et alors là, tout le papier qui se met à brûler, plus les gaz, etc., c'est extrêmement dangereux. L'ingénierie incendie va aussi prendre en compte ce que ne prenait pas du tout en compte la méthode auparavant, c'est la stabilité globale du bâtiment. On va plus parler d'éléments individuels, on va parler de l'ensemble de la structure. Les poteaux, les poutres, les planchers, donc tout cet ensemble statique va définir la stabilité globale du bâtiment. Et on va se rendre compte que ça change complètement aussi la donne, plutôt en bien qu'en mal. Aujourd'hui, les outils de l'ingénierie ont aussi beaucoup évolué. Tous ces travaux, donc depuis l'an 2000 à peu près, en une dizaine d'années, se sont beaucoup développés et on a aujourd'hui des outils informatiques capables de modéliser la production de fumée et son déplacement dans un bâtiment. Donc ça c'est intéressant. On est capable aussi de modéliser les élévations de température dans un bâtiment. Alors tout ça c'est valable pour le béton, pour l'acier, pour tout ça. Pour l'acier c'est plus simple puisque vous savez le matériau est homogène, donc la déformation des structures elle est parfaitement maîtrisée. Le béton elle est conditionnée par l'endroit où sont les aciers, donc il y a une imprécision relative liée à l'exécution. Donc ça c'est donc bien, c'est-à-dire que les gens qui vont faire de l'ingénierie incendie, si un jour vous aviez envie d'en faire, eh bien vous avez déjà des outils qui existent capables de modéliser, donc de prendre un bâtiment, de le modéliser et de faire des simulations de déplacement des fumées ou de gradient de température. On ne voit pas bien ici, en fait ça c'est une poutrelle en I, et puis donc on a un spectre, on a les élévations de température.
Donc les transferts thermiques, on sait également les calculer. On sait calculer les transferts même en linéaire et même la déformer d'une poutre sous l'effet de la température. Tous ces outils existent. Et ces outils, bien entendu, sont basés quand même sur de l'expérimentation. Comme toujours, pour faire des modèles, il faut d'abord expérimenter. Alors, on a fait dans les expérimentations un projet très intéressant qui était le projet de recherche à Cardington en Angleterre, qui était de faire brûler en fait un bâtiment. Donc en situation réelle, pour valider des hypothèses. C'est-à-dire qu'on avait fait des hypothèses, j'allais dire, sur des petits éléments, des assemblages entre poteaux, poutres, des morceaux de plancher. Donc on avait défini des modèles. Ces modèles, on les avait appliqués à un type de bâtiment. Et donc l'ingénierie incendie disait, OK, on est capable de calculer ce qui va se passer. Donc on a dit, OK, mais est-ce qu'on en est sûr? La seule solution, c'était de faire un vrai bâtiment et de le soumettre à l'incendie pour voir si les résultats de l'incendie en grandeur réelle confortaient les résultats de l'étude par petits éléments. Donc ils ont fait un bâtiment et puis, comme on dit, voilà, le bâtiment il est fini et donc ils ont mis le feu au bâtiment selon un scénario plausible. En fait, le scénario plausible, c'est quoi? C'était de se dire, on a à l'intérieur du bâtiment, on va démarrer le feu à un endroit, et ce qu'ils ont fait pour être certain que tout se passe comme prévu, ils ont même mis des allumeurs à retardateurs. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont dit, normalement, le feu démarre ici, puis il met 10 minutes pour passer là, en fonction de ce qui a brûlé. Donc pour éviter, je ne sais pas, pour une raison X, le feu s'éteigne un peu, ils ont remis des allumeurs pour être sûr que l'embrasement se fasse bien et fonctionne bien. Ce qui s'est donc bien passé. Et donc quand ils ont fait le test, ils ont lancé. D'abord, ils se sont mis dans une situation normale. C'est-à-dire, en fait, ils ont fait du bâtiment de bureau. Donc, ils ont mis les ordinateurs, les papiers, etc. Ils ont juste enlevé les secrétaires. Nous, on aurait pu mettre un bouton. Hein? Les secrétaires. Et puis... secrétaire barbecue. Et donc ils ont mis l'incendie, et voici le résultat à la fin de l'incendie. Donc ce que vous voyez ici, en fait, ça c'est du matériau réfractaire, c'est tous les endroits où il y a les capteurs de température, etc., les mesures de flèches, etc. Donc on se rend bien compte que le bâtiment est bel et bien fléchi. On voit bien la flexion des poutres métalliques. Ah bah si, il y a quand même une belle flèche là quand même. Hein. Et on est sur de la construction mixte. Il y a connexion entre les planchers et les solives. Ce qui permet effectivement des reports de charge par la cohésion du plancher. On va voir après dans les résultats. Regardez ici. Vous avez vu comme il s'est affaissé? Ah, ça c'est pas du flambement, ça, je sais pas comment ça s'appelle, ça. Moi c'est de la guimauve là. Ça s'est écrasé, c'est de l'écrasement là. Donc voici donc l'intérieur du bâtiment, donc tout a bien fléchi. Le bâtiment là, c'est sûr qu'il est un peu foutu. Hein. Mais donc les conclusions de l'essai, donc c'est déjà ça confortait les calculs. Deuxièmement, la température à l'intérieur était supérieure à 1200 degrés. Normalement, si vous prenez de la construction métallique, tout le monde va vous dire à 700 degrés, ça tombe. Ici, on a un bâtiment qui a parfaitement résisté. À 1200 degrés, il a résisté. Mais pourquoi? Parce qu'on a eu des transferts de charge, notamment avec la construction mixte de plancher à plancher. Et la résistance des poteaux, on l'a vu, c'était une des conclusions de l'essai qu'on était capable de mesurer, c'est qu'il dépend de deux facteurs. C'est de sa charge et de sa température. Ça définit la température critique. La température critique, c'est donc la température à laquelle le poteau va flamber sous l'effet d'une charge donnée. Cette température, elle ne va pas être la même si j'ai 100 tonnes ou 200 tonnes. Forcément, la température critique va être inférieure si je suis à 200 tonnes de charge. Vous allez voir que si je suis à 100 tonnes de charge, la température va pouvoir être plus élevée avant d'avoir le risque de flambement. La continuité du plancher, donc là c'est le problème du plancher collaborant, connecté aux solides, a donc fonctionné également.
Ce qui est intéressant maintenant à voir, et dans l'évolution future, cette petite phrase, vous n'êtes pas obligé de la lire, elle dit simplement, c'est que dans les immeubles de grande hauteur, donc là c'est le ministère de l'Intérieur, c'est encore les jeans. Donc si vous avez montré que la stabilité au feu était faite par des éléments indépendants, donc en fait comme on faisait auparavant, et bien dans ce cas-là vous allez devoir justifier de la stabilité du bâtiment au global, c'est-à-dire donc faire un calcul, et quelque part ça veut dire faire de l'ingénierie incendie. Ça aujourd'hui en France c'est obligatoire pour les IGH et les ERP, bâtiments recevant du public. Ça va très rapidement arriver dans les immeubles de bureaux et les immeubles de logement. Donc l'ingénierie incendie, petit à petit, elle va prendre le pas. Aujourd'hui, ils ne le font pas. Pourquoi? C'est parce que, à ma connaissance, il n'y a que 4 bureaux en France qui sont capables de le faire. Ça, c'est quand même un peu compliqué, il faut se former un peu au sujet. Donc s'ils disaient maintenant tout doit être fait comme ça, les 4 bureaux, ils n'y arriveraient pas. Donc il faut le temps de former des équipes pour faire ce type de calcul. Alors quels sont les moyens de protection de l'acier quand même? Parce qu'on a aussi la possibilité de retarder cette température par des moyens de protection. La température critique étant celle à laquelle le bâtiment va s'effondrer, eh ben il suffit simplement de retarder le moment où la température va atteindre ce niveau critique pour arriver à retarder, donc de justifier la stabilité. Si une structure, je calcule que le poteau à 700 degrés, il ne tient plus, eh bien il faut que ma température, si je veux avoir une stabilité de 2 heures, il faudra simplement que je mette en place des solutions qui me permettent d'avoir les 700 degrés qu'au bout de 2 heures, tout simplement. Et ça, il y a plusieurs solutions pour ça. Oui, c'est ce que j'ai résumé ici, vous l'aurez dans la diapositive, hein, c'est que tout matériau perd ses caractéristiques mécaniques avec l'augmentation de la température, et donc la charge est le point le plus important. Donc quels sont les moyens? Le premier des éléments, c'est ce qu'on appelle le facteur de massivité. Le facteur de massivité, qu'est-ce que c'est? C'est la relation qu'il y a entre une section d'une poutre et son périmètre. Sur l'image que vous avez ici, vous avez 2 sections identiques en mètres carrés ou en millimètres carrés, faites comme vous voulez. Donc la section en fait ici est la même. En revanche, le périmètre n'est pas le même. On imagine bien que sous l'incendie, un poteau comme ça, il va flamber beaucoup moins vite que celui-là. Parce que la température à cœur va monter beaucoup moins vite. Ça, c'est intuitif, on s'en doute. Et ça, donc ça, on peut le calculer. Ce ratio, c'est le périmètre sur la section. Plus le nombre est grand, c'est en mètre moins 1, si on fait le calcul, si plus le nombre est grand, moins le produit résiste. Plus le ratio est petit, plus le produit va résister à l'élévation de température. Donc si on arrive à un moment donné à dire que dans un incendie donné, si je mets suffisamment de métal, je n'atteins pas la température critique, j'ai besoin de rien mettre d'autre. C'est ce que va nous proposer l'ingénierie incendie. Je connais des bâtiments comme ça qui ont été calculés de cette manière. Alors quelques exemples, par exemple, un poteau chargé de 90 tonnes sur une longueur de flambement de 3 mètres, voilà, ça c'est une hypothèse de départ. On peut mettre un HEA de 220 ou un HEB de 200. Quand on regarde les deux, le HEA de 220, il est plus grand, mais son ratio est aussi plus grand. En clair, le HEB de 200 tient mieux à l'incendie que le HEA de 220. Parce que l'épaisseur, non, la section est à peu près la même. Là, les sections sont les mêmes, c'est ça? S 1,3, 1,2. Oui, enfin, on n'est pas très loin. On n'est pas très loin. Mais en fait, on a plus de matière à l'intérieur, donc protégée. Donc, il fait plus de temps pour arriver à monter le cœur du produit en température. Bon, donc il y a comme ça des petits exemples, vous pourrez les faire. Et si on prend un HEA et un HEM de même dimension, mais on s'en doutait un peu, le HEM il
il est plus lourd hein, au niveau du poids, et donc la température critique varie quand même énormément. Dans un cas de figure donné, je ne sais plus dans lequel ils ont fait, je ne sais plus toutes les hypothèses, et donc on passe de 450 degrés à 700 degrés, la température critique. Pour le même incendie, à 450 degrés ici, le bâtiment s'effondre, et là il faudra attendre 700 degrés, dans ce cas de figure. Donc l'ingénierie incendie prend en compte ce genre de choses et donc va pouvoir orienter du choix de profil. D'un seul coup, on se rend compte que le choix du profil, il dépend du dimensionnement à froid par rapport aux charges et donc dans ce que je vous avais dit, qui est celle de minimiser le poids de la structure. Et maintenant, je vous fais apparaître un nouveau phénomène qui est celui de la protection incendie, où vous allez peut-être le prendre, vous allez augmenter un peu le poids de la structure, mais cette augmentation de poids de la structure va peut-être... C'est le début de l'incendie. Je ne sais plus ce que je disais. Vous allez peut-être mettre un peu plus de métal, mais économiser sur les autres produits. Donc tout devient de plus en plus compliqué. Tout devient lié. Alors, je crois que la lampe est finie là. C'est le téléphone. Ah, c'est le plan qui a sauté. C'est pas le plan du tout. C'est la surtension à cause des iPhones. Bon, alors donc notre protection incendie, donc plusieurs façons de retarder cette élévation de température. La première, c'est on démontre que le facteur de massivité suffit, j'ai besoin de rien mettre d'autre. Ça fonctionne et je peux le justifier. Pas besoin de mettre les autres choses, comme par exemple le flocage, vous avez tous entendu parler du flocage, le capotage plâtre, qu'on emballe les structures avec du plâtre, la peinture intumescente, la construction mixte et les structures rejetées à l'extérieur. Vous voyez qu'il y a 6 façons de régler le problème de l'incendie. 6 moyens différents. Donc bien évidemment, tous ne sont pas les mêmes. Si on les prend, si on les prend dans le détail, le facteur de massivité, on l'a vu. Le flocage ici, c'est quoi? Donc c'est les produits en pâteux ou liquide à projeter sur les structures. Ça, je vous l'avais dit ce matin, le problème c'est que vous avez une interférence sur la planification du chantier. Quand le gars projette, il n'y a plus personne. En revanche, vous pouvez projeter partout. Ça, c'est le côté facile. C'est pas cher, c'est facile à mettre en œuvre, mais ça rallonge un petit peu le chantier. Chut. Deuxième chose, le capotage plâtre, c'est quoi? On prend des plaques de plâtre. Le plâtre est par définition inflammable, il protège contre l'incendie. Donc on va mettre il protège contre l'incendie. Là, le plâtre, c'est top. Donc il suffit d'emballer les structures. Et en fonction de l'épaisseur de plâtre, on va être capable de savoir combien de temps on retarde l'échauffement du profil qui est à l'intérieur. Alors ça c'est bien parce que ça n'interfère pas sur le chantier. C'est-à-dire pendant que le gars a fait ça, les autres continuent à travailler, l'électricien travaille, tout le monde travaille. En revanche, quand il faut commencer à faire des assemblages un peu compliqués, ça devient un peu complexe. Donc c'est pas facile toujours de mettre sur un poteau, ça va, mais quand j'ai le poteau, un bracon, une poutre, donc là ça commence à être un petit peu plus compliqué. Donc c'est pas forcément une solution facile à mettre en œuvre. La troisième, c'est la peinture intumescente. Qu'est-ce que c'est que la peinture intumescente? C'est une peinture qui n'est pas une peinture anti-corrosion, attention, et qui a la propriété de gonfler comme une meringue sous l'effet de la température. Donc s'il y a de la température, elle se met à gonfler. Donc ça fait une mousse, ça se transforme en mousse qui vient protéger le métal. Et donc retarder par la mousse, comme un isolant, vient retarder donc l'élévation de température. C'est pas de l'époxy, non. C'est pas de l'époxy. Non, c'est un matériau bien particulier
Quand tu envoies, même si tu appuies un peu avec le doigt, tu verras que c'est un peu mou. Bon, d'aspect, c'est exactement pareil qu'une peinture. C'est un peu moins lisse, c'est vrai. Mais son objectif, c'est de donner de la couleur et surtout de donner de la protection incendie. C'est ça l'objectif. Et alors, malheureusement, elle est très chère en France, mais elle n'est pas chère en Grande-Bretagne. Alors, c'est ce que j'ai essayé. C'est ce que j'ai essayé de faire ici au Maroc, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et j'avais été voir les producteurs anglais pour qu'ils essayent d'approvisionner le Maroc directement, sans passer par la France. En fait, ce qui se passe, c'est que les Français, quand la peinture intumescente est arrivée, comme il n'y avait pas beaucoup de marché, ils ont mis un prix élevé. Et puis après, vous savez, quand on met un prix élevé, le marché ne se développe pas beaucoup, donc il reste minimum. Et puis, comme il reste minimum, le prix reste élevé, et puis ça ne change jamais. Donc aujourd'hui, la peinture intumescente en France est 3 fois plus chère qu'en Grande-Bretagne. 3 fois plus cher. Et il n'y a personne aujourd'hui qui a réussi à infléchir le système. En clair, donc chez nous, on va mettre du flocage, là où les Anglais mettent de la peinture intumescente. C'est quasiment le même prix pour un Anglais. Donc autant mettre quelque chose de beau, parce que le flocage, c'est pas beau, par définition. Ah ouais, c'est ce que j'ai écrit, voilà, 3 fois le prix de la Grande-Bretagne. Les peintures intumescentes, ça se produit que en Grande-Bretagne? Non, les fabricants, il y en a deux. Les deux plus gros sont en Grande-Bretagne. C'est eux qui ont inventé le système, c'est eux qui l'ont développé. Après, quand vous allez dans un pays, si le marché ne se développe pas, il n'y a pas de producteur. Donc en fait, la France a tué son propre marché. Non, au Maroc, il n'y en a pas beaucoup. Non. En France, oui. Beaucoup, non, pas beaucoup. S'il y en avait beaucoup plus, le prix descendrait. C'est le contraire. Comme le prix est cher, les gens n'achètent pas, ils préfèrent mettre du plâtre ou du flocage, et donc la peinture ne se développe pas, donc le prix ne baisse pas. La fabrication est facile. La fabrication de la peinture? Ah non, c'est compliqué. Ah, c'est quand même des grands... Le plus gros producteur, c'est Nullifier et Nullifier. Non, en Grande-Bretagne. Mais et l'importation des peintures de Nullifier, alors c'est pour ça que j'ai peur au Maroc, c'est que Nullifier, donc quand il a voulu vendre au Maroc, il a trouvé qu'il n'y avait pas de marché, bien évidemment, donc il n'y a pas de construction métallique ou peu, donc il n'y a pas de peinture intumescente, donc il faut faire un effort pour promouvoir le produit. Donc, oui, la mise en peinture est facile, ça va, oui, ça va. Comme la peinture, pareil. Comme au pistolet, pareil. Donc il y a plusieurs... non, ça se passe en plusieurs couches. Il y a quand même un primaire, la couche en question, et une finition, je crois. Non, la peinture intumescente, elle va être au milieu, et puis tu dois avoir une couche en plus pour la couleur. Donc il doit y avoir trois couches aussi. C'est 2 ou 3, j'aurais pu me souvenir. Je ne suis pas peintre. Mais donc ce que je veux dire, c'est que Nullifier, par exemple, pour vendre son produit au Maroc, est passé par un charpentier métallique. Donc le charpentier métallique, il l'a acheté pour lui parce qu'il en a eu besoin, et puis il a dit, si vous voulez, moi je peux le vendre aux autres. Donc quand il y a un appel d'offres avec une structure métallique, et si on demande de la peinture intumescente, les concurrents du charpentier métallique vont lui demander la peinture, lui il va dire, attends tiens. Donc ça, à mon avis, ça va tuer le marché aussi. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est partout. Mais non, c'est pas partout. Quand tu es charpentier métallique, tu réponds à un appel d'offres, vous êtes 3 ou 4 charpentiers métalliques, donc tu essaies d'avoir le prix le plus bas. Si les 3 charpentiers métalliques sont tributaires du 4e pour lui acheter la peinture, si lui il veut avoir et la peinture et la charpente, il va monter le prix de la peinture aux autres. Il va garder le prix faible pour lui. C'est normal. Donc les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire autrement. Donc à mon avis, ça aide pas à développer le marché. Pour développer un marché, il faut une chose, c'est la concurrence. S'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de marché. La concurrence loyale. Oui, loyale, oui. Oui. Il y a de la concurrence. Oui, il faut qu'il y ait de la concurrence. Pas de concurrence, pas de marché. Alors, autre solution, donc on l'a vu, c'est la construction mixte.
s'il vous plaît. Parce qu'en fait, je mets plus de temps que prévu, hein, parce qu'à chaque fois, je vous reprends. Donc la construction mixte, donc on l'a vu, donc ça c'est très bon pour l'incendie. La seule chose, c'est comme ce que j'ai dit ce matin, c'est que c'est mal connu. Donc c'est mal utilisé ou peu utilisé de toute façon. Et pourtant, on peut faire des choses intéressantes. Je pense qu'au Maroc, c'est une très bonne solution. Pourquoi? Parce que comme le béton coûte pas cher, remplir un poteau avec du béton, ça coûte pas cher. Or, si je regardais le détail, ici par exemple, c'est un tube de 300 par 300 par 6 en millimètres. Hein. S'il est creux, il prend 180, alors je ne sais plus quelle hauteur de flambement, hein, mais peut-être 3 mètres, il peut prendre 191 tonnes. Si je le remplis de béton, et simplement parce que je l'ai rempli de béton, il va pouvoir prendre 260 tonnes et avoir une stabilité au feu d'1 heure. Et si je voulais 2 heures, bon, il ne prendrait plus que 140 tonnes. Mais on est dans un domaine où on peut aller beaucoup plus loin avec pas grand-chose. Le béton en France, il coûte plus cher qu'au Maroc. Donc je pense que c'est une technologie qui peut servir. On fait même les poutres remplies de béton sur le côté. Donc en fait, on se retrouve avec l'âme du profilé qui est bien entendu à l'abri de l'élévation de température. Pour faire ça, j'avais le dessin auparavant. Voilà, qu'est-ce que l'on fait? On met des petits étriers, des goujons soudés sur lame, de telle manière à ce que le béton qui va venir remplir le profilé soit solidaire. Il ne faut pas qu'il tombe sur le côté. Et pour les réaliser, en fait, c'est très simple, ça se fait sur le chantier. On fait un côté, on couche la poutre, on met les étriers, les goujons, on remplit de béton, et puis 2 jours après, on fait l'autre côté, et puis ça y est, en 4 jours, la poutre est prête à être posée. En revanche, ça nous demande un petit peu de logistique pour savoir où on va le faire. Et puis, le dernier système, c'est de rejeter la structure à l'extérieur, parce que, bien évidemment, un incendie extérieur ne monte pas en température comme un incendie intérieur. Comme ça, là. Vous venez pelleter à la menthe? Je ne sais pas. Salam alaikum. D'accord. Bon. Alors ça, en revanche, ça va conditionner bien évidemment aussi l'aspect du bâtiment. La structure en extérieur, c'est pas la même chose qu'en intérieur. Aujourd'hui en Europe, ça devient aussi, en France notamment, ça devient plus compliqué. Puisque quand on a la structure à l'extérieur, elle est soumise à la température extérieure et pas la structure intérieure. Donc on a un pont thermique. Donc aujourd'hui, maintenant, c'est interdit. Donc pour arriver à faire ça maintenant en France, on est obligé de dissocier la structure entre l'extérieur et l'intérieur par ce qu'on appelle des rupteurs thermiques. Donc ça augmente encore un petit peu le coût de la structure. Donc les règles qui étaient valables il y a encore 2-3 ans sont en train d'évoluer encore à cause des réglementations thermiques. Donc la réglementation thermique influe sur des solutions de lutte contre l'incendie. Donc tout est intimement imbriqué et donc on est obligé à un moment donné d'être toujours au fait de l'évolution des réglementations, de toutes les réglementations. Celui qui fait de la charpente métallique peut imaginer qu'il n'a pas besoin de connaître la thermique, et bien c'est plus vrai. Tout ça on est obligé maintenant de le connaître. Alors bon, ça on avait fait bien sûr des tests en vraie grandeur pour connaître les élévations de température des poteaux face à une fenêtre. Et puis on sait très bien aussi que si on est, là je suis sur une vue en plan, si ma structure est à l'extérieur et à 45 degrés à droite et à gauche d'une fenêtre, eh bien on sait que les flammes, elles n'ont pas le volant pour faire des virages à 90 degrés, donc il n'y aura pas d'élévation de température à ce niveau-là. Donc ça aussi c'est parfaitement maîtrisé. Voici un exemple où, sur une caserne de pompiers justement, comme quoi les pompiers ils n'ont rien contre l'acier. Ici c'est une solution mixte en fait, où on a, quand je dis mixte, c'est 2 solutions. On a à la fois le facteur de massivité, la structure ici est en profilés, des gros profilés qui font en fait l'épaisseur du mur, l'isolation thermique est à l'intérieur, et donc on se retrouve avec le facteur de massivité d'une part, et la structure rejetée à l'extérieur, puisque le feu à l'intérieur a d'abord des composants thermiques avant d'arriver à la structure. Et sont leur logement. Voilà justement les coûts. Alors ces coûts sont de 2006, mais je pense qu'avec la crise de 2008, ça n'a pas dû beaucoup changer. Ce sont des coûts français, donc encore à prendre avec toute précaution utile.
Et où vous voyez donc en fait qu'on demande d'avoir 30 minutes ou 60 minutes de stabilité au feu, on ne double pas le prix. Hein. Si on fait du flocage, ça ne va pas doubler le prix. On va juste augmenter de 15-20% le prix. Donc c'est la première demi-heure qui coûte cher, généralement. Après, c'est du complément. Voici des prix sur les capotages en plâtre. Donc on se rend bien compte que le flocage, c'est ce qu'il y a de moins cher. C'est pour ça que c'est largement utilisé. Si vous avez des poutres, comme le bâtiment de bureau que l'on a vu ce matin, les poutres étaient floquées. Pourquoi? Parce qu'il y a un faux plafond, donc on ne voit rien. Donc inutile d'aller payer une peinture intumescente. Ça aurait été inutile. En revanche, on peut très bien avoir des poteaux visibles peints avec de la peinture intumescente et les poutres dans un plafond avec du flocage. On peut mixer bien évidemment les systèmes. À titre indicatif, hein, le sprinklage, c'est par mètre carré de plancher de bâtiment. Ça existe la peinture intumescente. Intumescente, c'est ça. Donc elle gonfle sous l'effet de la température et elle fait une mousse de protection. Mais qui a ses limites. Bon, ça je vous les passe, c'est parce que c'est pas visible. Vous lirez ça, c'est les tableaux d'utilisation en fait des planchers et de la construction mixte en fonction de la température, enfin du temps. C'est un petit abac pas important. Les partitionnements, je ne vais pas vous embêter non plus avec ça. Sachez que les cloisons, aujourd'hui les cloisons sèches avec plaques de plâtre et laine de roche offrent des possibilités impressionnantes en termes de coupe-feu, donc pour le compartimentage notamment des bâtiments, dans les bâtiments de bureaux ou même dans les entrepôts. Et généralement, on va trouver soit par addition du nombre de plaques de plâtre, soit par interposition d'un bardage métallique. Et vous pouvez aller comme ça jusqu'à 4 heures de coupe-feu, ce qui est quand même très important. Bon, alors j'avais quelques dessins, vous les regarderez. Vous voyez ici, vous avez trois plaques de plâtre, vous devez en avoir à peu près, vous en avez 2 de l'autre côté. Et là, on monte jusqu'à 120 minutes, donc 2 heures. L'intérêt de la cloison coupe-feu, vous l'avez bien compris, hein. Ici il y a eu le feu, et de ce côté-là il y a les cartons, il n'y a pas eu le feu, on a la cloison au-dessus et la porte coupe-feu. Ça on sait très bien que c'est l'intérêt, c'est-à-dire que les pompiers ont le temps d'intervenir. Quand vous avez 4 heures, si les pompiers ne sont pas capables de circonscrire l'incendie en 4 heures, c'est que de toute façon il n'y a plus rien à faire. Hein. Il faut tout changer. Et c'est l'assureur qui est tout blanc quand il regarde les informations. Il va falloir payer. Voilà, donc voici un exemple où on est jusqu'à 180 minutes. Donc on a une tôle métallique en fait entre les deux et les plaques de plâtre à l'extérieur. Et puis le dernier cas où on arrive jusqu'à 4 heures de stabilité. Et puis on peut aussi, ça c'est important, n'oubliez pas, on peut faire des parois coupe-feu vitrées. Hein, vous avez des profilés en acier remplis d'un matériau réfractaire et des vitrages qui sont faits pour ça. Donc ça c'est intéressant, on peut aller jusqu'à 2 heures. Donc ça moi c'est quelque chose des fois que je préconise dans les bâtiments de bureau parce qu'on a toujours le réflexe de dire les escaliers doivent être encloisonnés dans du béton. Mais des fois, l'escalier, s'il est visible, bon là c'est pas un escalier, mais si on a l'escalier visible, il permet aussi d'avoir une meilleure lecture à l'intérieur du bâtiment. C'est toujours plus agréable d'avoir de la vie dans les circulations verticales plutôt que de les enfermer dans des boîtes. Alors, petit exemple, maintenant on va prendre deux exemples, les entrepôts et les parkings. Et vous allez voir un peu l'intérêt, vous allez encore apprendre des choses. Cas des entrepôts, donc on est là dans le domaine où justement depuis 2002, on a demandé à ce que les cellules s'effondrent vers l'intérieur. On ne veut plus qu'un bâtiment s'effondre vers l'extérieur, on ne veut plus qu'il emmène les autres cellules. Donc ça en fait c'est les exigences de la part des pompiers, qui en avaient assez de voir le camion de pompiers qui finissait sous les décombres. Ou quand c'était le camion de pompiers, c'était une chose, mais quand c'était les pompiers eux-mêmes, c'était encore plus grave. Donc ils veulent avoir la sécurité autour du bâtiment pour leurs actions. Voilà par exemple typiquement ce qui ne plaît pas à un pompier. C'est tout le mur qui s'est effondré sur l'extérieur. La structure métallique est bien partie vers l'intérieur du bâtiment, mais tous les murs extérieurs sont partis
Donc s'il y avait des pompiers dehors, au moment où le mur tombe, il prend toutes les briques sur la tête. Donc ça, c'est ce qu'ils n'aiment pas. Voici un cas typique. Là aussi, on est en structure béton précontraint et tout le remplissage est tombé du côté de la rue. Alors je vous montre ça, pourquoi? Parce qu'au Maroc, on fait beaucoup ce genre de choses. Vous avez des structures non assemblées, en poteau en précontraint, avec les poutres qui reposent sur des encorbellements, sur des corbeaux. Donc vous verrez que ça c'est catastrophique. Vous avez aussi beaucoup de structures, même métalliques, avec du remplissage en parpaing. Voilà, bon, donc ça, s'il y a l'incendie, vous allez comprendre pourquoi le pompier prend tout sur la tête. Il prend tout sur la tête et c'est normal, c'est mécanique. Voici ce qui est acceptable, c'est d'avoir tout vers l'intérieur. Le pompier, là, il peut même encore peut faire le pique-nique dans le gazon est resté intact. Voilà ce qui est acceptable. Alors l'effet domino, c'est aussi quelque chose que ne supporte pas le pompier, c'est-à-dire qu'avoir donc en fait la toiture d'un bâtiment qui s'effondre et qui emmène la ruine de tout le reste, y compris de la partie qui n'est pas soumise à l'incendie. Parce que d'un seul coup, c'est le passage de l'incendie d'un côté à l'autre par le toit. Ce que l'on sait de toute façon, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est ce que j'ai déjà dit une fois et je le répète parce qu'il faut le retenir, c'est pas parce qu'on a des produits qui sont classés d'une manière ISO, c'est-à-dire isométrique, par la définition administrative, c'est pas parce que les produits sont classés 1 heure, 2 heures, 3 heures, qu'ils vont tenir 1 heure, 2 heures ou 3 heures. Ce n'est pas vrai. Ce qui fait que ça va résister, c'est uniquement le schéma statique du bâtiment. Et ça, c'est quel que soit le matériau. Le mécanisme, ce qu'on appelle le mécanisme ruine, c'est donc la façon dont le bâtiment va s'effondrer. En fait, il dépend donc, ce que je dis, du schéma statique du bâtiment, des assemblages, quelle est la liaison entre les différents éléments, et donc, comme je l'ai dit, donc complètement indépendant des matériaux. Voici l'explication de l'effondrement vers l'extérieur. Je ne peux plus crier plus fort. Hein. Donc pourquoi un mur va tomber vers l'extérieur? Ben, tout simplement parce que quand il est soumis à l'incendie, il a une face froide vers l'extérieur et une face qui est chauffée à l'intérieur. Quand on prend un mur en maçonnerie ou un poteau béton encastré en pied, donc on est encastré sur le pied, donc la dilatation se fait sur la partie de l'élévation de température. Donc forcément, il s'incline vers l'extérieur. Et donc s'il s'incline, à un moment donné, il tombera vers l'extérieur. Quand on a des structures articulées, je ne parle même pas du matériau, c'est forcément le cas en acier, mais ça pourrait l'être dans du lamellé-collé par exemple. On pourrait aussi l'envisager dans des structures béton, mais c'est rarement le cas aujourd'hui. On est donc articulé en pied, articulé en haut. Qu'est-ce qui se passe? Comme les deux points sont physiquement fixes, la température va donc faire flamber le poteau vers l'intérieur du bâtiment. Et si à un moment donné tout ça doit tomber, eh ben en fait on est déjà vers l'intérieur et donc ça continue vers l'intérieur du bâtiment. Ça c'est la raison pour laquelle le schéma statique du bâtiment dépend du schéma statique du bâtiment dépend le mécanisme de ruine du système. Voici une expérience qui a été faite. On a pris un mur en béton de 6 mètres de haut plus 1 mètre pour l'acrotère. Vous voyez, 6 mètres de haut. Et on a mis le même de l'autre côté. Et on a mis une poutre, une panne, si on veut, de 8 mètres de portée, posée sur un simple appui. Et on a mis l'incendie, on a regardé le déplacement des éléments. Chut, sauf. Voici le déplacement. Vous avez ici le temps en minutes et vous avez ici le déplacement en centimètres, pas en millimètres. Et regardez, la poutre ici, donc, sous l'effet de la température, elle s'est dilatée d'une dizaine de centimètres. Et puis après, quand elle est arrivée au bout de 60 minutes, elle est arrivée à sa température critique, donc elle a fléchi, et donc on a la chute de la courbe. Mais de l'autre côté, vous avez la dilatation du mur. Au bout de 10 minutes,
Le déplacement en tête est de 10 cm. Au bout de 20 minutes, il est de 23 cm environ. C'est ça, 23 cm. Au bout de 20 minutes. Si vous allez au bout de 60 minutes, vous avez un déplacement qui a dépassé les 80 cm. Donc bien évidemment, quand vous avez des éléments qui sont en appui, quand on fait un appui généralement entre 6 et 15 cm. Donc vous avez la stabilité du bâtiment. Donc vous avez un poteau qui est stable pendant 2 heures, il est stable, oui, il est stable, sauf qu'il s'écarte, et donc toutes les poutraisons vont descendre à l'intérieur du bâtiment. Voici un exemple que j'ai pris dans une revue de pompiers. Vous avez un bâtiment dont les façades sont faites en béton cellulaire. Vous savez ce que c'est que le béton cellulaire? Les marques, c'est Siporex, Sebel, Ytong. C'est un béton léger. C'est du ciment qui a été fabriqué. C'est du ciment, de la silice et de l'aluminium qui a fait des petites bulles. Donc c'est un matériau qui est très isolant mais qui est très léger. 450 kg par mètre cube, ça flotte. Mais c'est très très bon contre l'incendie. On fait pas fibré, non, cellulaire. C'est des petites bulles dedans. Béton cellulaire. Il y a plein de petites bulles dedans. Et donc on l'utilise beaucoup pour faire des murs coupe-feu. Parce que le matériau est excellent face aux flammes. Vous pouvez, si on prend par exemple un carreau de 5 cm, j'ai déjà fait le test, on met la main derrière, on prend un chalumeau et on fait fondre la silice et vous ne sentez pas la température de l'autre côté. Avec juste 5 cm. La résistance à la température, il est excellent. À la compression, la résistance à la compression, il a ses limites. Ah oui, nettement, oui. Mais pour faire des maisons, faire des panneaux de bardage comme ça marche très bien. Autoporteur. Seulement autoporteur. Oui, non. Ou autoporteur comme les panneaux de bardage, en fait, ils reposent au sol et on les pose les uns sur les autres. Donc ils sont autoporteurs, mais ils portent qu'eux. Ou dans des maisons, tu peux faire avec des planchers. Tu as des blocs de 30 cm et tu peux mettre des planchers. Oui, c'est comme, tu as des morceaux, c'est comme des parpaings. Ça remplace le parpaing plus l'isolation et la plaque de plâtre. Le prix, j'ai plus les prix, mais quand tu faisais moi quand j'ai travaillé dans une société qui faisait ça, quand on mettait le bloc plus l'isolation, parce qu'à l'époque on mettait 10 cm de polystyrène, en fait ça coûtait moins cher de mettre que le bloc de béton cellulaire. De plus que non, je sais pas. Mais de toute façon il n'y en a pas au Maroc. Donc les Chinois essayent d'en amener, mais c'est un matériau qui est relativement léger, donc plus le matériau est léger, moins il se transporte. Plus un matériau est léger, moins il se transporte à partir de la Chine. Il y a un fabricant de jouets en France, quand il a fait des jouets en bois, non, ça voyage bien. Donc lui, il a fait donc il était en train de perdre tous les marchés, et donc il a inventé des cabanes en plastique pour les enfants, comme des niches pour le chien, mais plus grandes pour les enfants. Et donc ça, c'est des doubles parois toutes vides. Donc comme c'est vide, tu prends la maison, tu la prends comme ça, tu l'emmènes, quoi. Donc ça, dans un bateau, c'est pas rentable. Donc il s'est mis sur un créneau de ce que les Chinois ne pouvaient pas emmener. Béton cellulaire. Oui, béton cellulaire. On en reparle après si tu veux. Donc ici, le mur, la paroi qui est devant le bâtiment est donc excellent dans sa résistance à l'incendie. La seule chose, c'est que toute la résistance va être liée à la façon dont on liaisonne ce panneau de bardage en béton cellulaire à la structure béton. Les solutions qui étaient données à l'époque, c'était avec des petites plaques en aluminium. Donc on mettait des petites coulisses dans le poteau béton, et puis on rentrait des petites clavettes comme ça en aluminium qui venaient et on mettait des clous dans le béton cellulaire et ça tenait. Le produit était autostable dans son poids, mais pour empêcher le déplacement, donc il était maintenu par ces petites plaques. Mais l'aluminium face à l'incendie, ça ne résiste pas longtemps. Donc en fait tout est tombé.
Tout est tombé. Et quand vous voyez ça, donc ce qu'ils disent là-dessus, c'est qu'ils disent heureusement que le camion était là et pas de ce côté-là. Autrement, ils auraient perdu le camion. Et 10 minutes après, il s'est passé 10 minutes entre cette photo et celle-là. Donc en fait, au total, il ne s'est pas passé une demi-heure entre le début de l'incendie et cet état-là. Pourtant, les produits sont classés 2 heures. Mais là, on voit bien, regardez les poteaux. Regardez la forme qu'ils ont pris sous l'élévation de la température. Ils sont complètement retournés vers l'extérieur. Bon, le compartimentage, ça je vais passer là-dessus. Oui, je vais passer. Et je vais passer au cas des parkings aériens. Donc vous avez bien compris toute la problématique de la stabilité du bâtiment. Hein, le classement au feu peut-être, mais ça ne veut rien dire. Parking aérien, on a eu le même... en fait, on a eu un souci en France dans les années 2004, si mes souvenirs sont bons, parce qu'en 2004, il y avait dans toute l'Europe à 27 que 2 pays, qui étaient la France et la Hongrie, qui n'avaient pas la France et la Hongrie, qui n'avaient pas le droit de faire des parkings aériens métalliques. Toujours pareil, en disant oui, mais s'il y a un parking aérien métallique. De quoi, un parking aérien? Oui, depuis 2004, on peut. Avant 2004, on ne pouvait pas. Donc en 2004, on a essayé de travailler avec le gouvernement pour arriver à justifier. Parce qu'on ne comprenait pas pourquoi le parking, il tiendrait en Allemagne et pourquoi il ne tiendrait pas en France. Donc les Allemands faisaient des parkings métalliques. Bien sûr. Ah bah à ce niveau-là, oui. Au niveau de l'administration, il n'y a pas de problème. Les Français... Les pauvres Français. Bon alors, donc on a commencé à travailler, on a essayé de justifier. En fait, ce que voulait le législateur français, c'est qu'on lui démontre que le bâtiment métallique, dans le cadre d'un parking, résistait à l'incendie. Alors, première chose, qu'est-ce que c'est qu'un... Déjà, on va définir qu'est-ce que c'est qu'un parking aérien métallique. En voici un, ça j'ai travaillé sur celui-là, je suis assez fier de moi, mais c'est pas moi qui l'ai fait, hein. J'ai travaillé avec l'architecte. Donc c'est de se dire un parking que l'on appelle largement ventilé, c'est parce qu'en fait il a au moins 50% des façades qui sont ouvertes. Et avec 2 façades opposées ouvertes qui sont inférieures à 70 mètres de distance. Ça, en fait, quand on prend cette démonstration, c'est exactement la même chose que les extracteurs de fumée dans les parkings souterrains. Donc en fait, ce que l'on veut, c'est que si on met des façades ouvertes à moitié à 70 mètres, on aura une ventilation naturelle et donc un désenfumage. Pas besoin de mettre d'extracteur. Donc déjà, elle flousse dans la poche. Parce que le désenfumage, elle flousse très cher. Bon, donc ça c'est le premier point. Deuxième point, il faut que l'on ait, si je l'ai dit, voilà la distance et les 50% des façades sont ouvertes. Donc ça c'est le premier point, et à partir de ce moment-là, on a ce qu'on appelle un parking aérien largement ventilé. Donc on a pris des scénarios d'incendie, c'est-à-dire on s'est dit de toute façon, dans un parking, qu'est-ce qui peut brûler? Une voiture. Si on a oublié la secrétaire dans la voiture, elle brûle avec, c'est toujours la même. Mais elle a déjà évité le premier incendie, la voici dans le deuxième. Non, je plaisante, on a bien des voitures, et le pouvoir calorifique d'une voiture, il est parfaitement défini. On sait très bien quelle est la masse combustible. Et d'ailleurs dans les tests, à un moment donné, là je ne vous montrerai pas tous les tests, mais on a fait le test le plus ultime qui nous avait été demandé, c'était de considérer qu'on avait un poteau, qu'on avait 4 voitures autour du poteau. Les 3 premières voitures étaient des véhicules de tourisme avec le plein d'essence. Et la 4e, c'était une fourgonnette type Kangoo ou je sais pas quoi, remplie de bidons d'essence. Bon. Avant de trouver ça sur un parking, le plus défavorable. On a pris on aurait pu aussi dire, il y a les 4 camionnettes remplies d'essence. Ouais, voilà. Donc là, c'est plus un accident là. C'est volontaire.
On a étudié donc le potentiel calorifique d'un véhicule, on a regardé comment se développait l'incendie, se propageait l'incendie d'une voiture à une autre. Donc maintenant c'est quelque chose que je sais, il n'y a pas besoin d'avoir de contact entre deux voitures et l'incendie se propage par les pneus. C'est le rayonnement de la voiture en feu qui fait fondre et met en incandescence le pneumatique qui est à côté. C'est pour ça normalement quand vous entendez les voitures démarrer, quand vous entendez le paf des pneus qui explosent, c'est le pneu de la voiture qui commence à brûler et pas celui de la voiture qui a déjà brûlé. Et puis on a regardé comment ça se propageait et comment le parking se comportait. Donc on a bien fait un vrai parking dans une configuration normale, et puis on a mis les voitures, et puis on a mis le feu en voiture. Donc on a fait quand même un système bien défini, donc on a donné des schémas, on a calculé le dimensionnement à froid du plancher, du parking. Donc on n'a pas mis d'hypothèse de température, on a pris le parking tel qu'il était à froid. Et on a fait donc les essais, on a fait plusieurs études, et donc on a mis le feu aux voitures. Et voici l'image que je préfère. Ça c'est l'image que je préfère. C'est l'incendie de la première voiture. Chut. C'est l'incendie de la première voiture. Quand je vois cette image, je me pose souvent la question de savoir si ça arrive dans un parking en sous-sol, est-ce que franchement les extracteurs vont être capables d'enlever la fumée? C'est impressionnant, hein? Bon, donc oui, à mon avis, c'est impossible. Il y a des extracteurs, mais si, s'en aller. Il faut être courageux, là, il faut partir. Oui, mais il y a une telle production en un temps très court. En fait, une voiture brûle en 10 minutes. Et sur les 10 minutes, tu as les deux premières minutes où c'est les petites flammes. D'un seul coup, tout s'embrase et il y a le dégagement de cette fumée. Et au bout de 5 minutes, tu n'as plus la fumée et tu as le reste après le gros de la fumée est parti d'un coup. En fait, c'est quand l'habitacle brûle avec les plastiques et les sièges. Alors là, c'est infernal. Donc on a testé, on a vu aussi comment ça se passait, donc on a fait le déplacement d'incendie de place en place, et on a été capable de mesurer les flexions des poutres, les élévations de température, et là on s'est rendu compte que la courbe de température, elle n'avait rien à voir, notamment avec la courbe ISO. Là typiquement, la courbe de température, elle s'échelonne sur 10 minutes seulement. 10 minutes maximum. En revanche, une élévation de température dans les 5 premières minutes jusqu'à 1200 degrés. Ça va très vite. Et après, ce qui se passe, c'est qu'au bout de 10 minutes, la voiture descend en température, mais il y a la deuxième qui démarre. Et on continue comme ça. Donc, il y a un déplacement de la température tout le long du parking. Donc ça, c'est les températures. Donc, vous voyez, donc on monte ici à 900 degrés, à 700 degrés. Sur des poutres, hop, bon je vais les passer, ça c'est un truc intéressant, c'est amusant, c'est sur les flèches des poutres, on sont donc descendus bien évidemment, donc on est descendu de 100 mm, et puis au refroidissement, on est passé au-delà, c'est-à-dire qu'en fait on est remonté, et ça c'est le transfert du plancher collaborant qui en rappuyant de l'autre côté a tiré la poutre vers le haut. Donc la configuration du parking, elle n'est plus du tout la même. C'est-à-dire qu'on a, une fois remis à froid, on n'est pas revenu comme c'était à l'origine. Il y a bien quand même une altération du parking et il faudra sans doute, s'il y avait un incendie, changer la partie du plancher concernée par les déformations. Mais ce qui est intéressant, surtout, c'est de remarquer que là, on a fait le dimensionnement à froid, que la déformation a été mesurée par rapport au potentiel calorifique et qu'il n'y a pas eu de sinistre. Les poteaux n'ont pas bougé, les poutres ont fléchi et sont revenus, voire un peu au-delà, et c'est tout. Et comme ça, on peut faire brûler le parking du début jusqu'à la fin, et il se passera la même chose, puisque la poutre fléchit, puis elle refroidit au fil de l'incendie. Un jour, il y en a un qui m'a dit, oui, mais si toutes les voitures brûlent au même moment, c'est comme les 4 fourgonnettes pleines d'essence, c'est que c'est pas un feu dû au hasard. Hein. Donc on est bien, donc ça veut dire qu'un parking aérien, il n'y a pas besoin de faire de calcul d'incendie. Maintenant, il y a en France, on peut l'utiliser ici au Maroc, il suffit simplement de donner les dimensionnements des poutres qui ont été validés par le calcul.
Et comme une configuration de parking, c'est pas compliqué, c'est toujours la même chose, on sait optimiser un parking métallique. Parking métallique, vous savez comment ça se fait? Si je prends un parking, tiens, je vais prendre un parking béton. Qu'est-ce qui se passe? Si je prends, on fait ça. Ça, c'est les places de parking. Ça, c'est les allées, hein, si vous voulez. Les places de parking. Et je vais faire ça va être du béton, puis là, je vais le faire en métal. Alors, le parking béton, où est-ce qu'on met les poteaux? Vous l'avez tous vu. On met les poteaux ici. Puis après, on met le suivant par là, à peu près. Ça, c'est un parking en béton. Donc, en théorie, vous perdez donc à chaque fois, toutes les 3 places, vous perdez l'épaisseur d'un poteau. En métal, vous mettez les poteaux ici. Donc, quand vous vous garez, vous n'avez jamais de poteau devant vous. Vous avez, là, si vous faites les deux mêmes parkings, je l'ai déjà fait plusieurs fois, je tombe toujours sur la même chose, plus 6% de place de parking. Là, un investisseur, il aime bien. Plus 6%, et on a en fait les dimensions, hein, vous les connaissez. Ça c'est 5 mètres, ça c'est 6 mètres, ça c'est 5 mètres. Donc ça fait des poutres, des solives de 16 mètres. Donc ça marche très bien. Donc ça, on sait les calculer. Donc on a les parkings en fonction des configurations, on sait les dessiner. Il n'y a pas besoin de réinventer, ça existe déjà. Donc c'est pas la peine d'aller inventer ce qui existe. Et donc les configurations de parking, on les connaît, les voilà. Bon là j'ai un dessin. Et donc là les poutres sont déjà toutes calculées. Donc pas besoin d'aller faire de calcul d'ingénierie incendie. Ça a déjà été fait pour vous. Voilà. Quelle heure il est? 4 heures. Si vous avez des questions, je suis là.